Alors, mon histoire, elle a commencé à 14 ans. Première cigarette prise dans le paquet du père. Pour faire comme les copines. Voilà, poursuivre dans un groupe. On change de fréquentation au lycée, on arrête. On part à la fac, il y a du stress, des soirées. On reprend. On rencontre des fumeurs. On est dans un milieu de fumeurs, donc ça motive pas à arrêter. Puis de temps en temps, comme on essaye, on arrête, on reprend, on arrête, on reprend. Quand j'étais petite, mon grand-père était un grand fumeur. Il a connu les gitanes fournies par l'armée. Et j'étais petite et pour moi, c'était déjà un grand-père très âgé. Et il souffrait d'emphysème et il ne pouvait pas faire 10 mètres, qu'il crachait ses poumons sur le trottoir. Donc ça m'avait beaucoup marqué. Mes amis fumeurs médecins, finalement, arrivés à la retraite, je les voyais mourir du tabac, cancer du poumon une fois, cancer du poumon 2 fois. C'est assez marquant, avec un ami en particulier qui était monté sur un vélo avec moi et qui avait 45 ans à l'époque. Il n'a pas été fichu de faire 200 mètres de vélo parce que finalement, sa BPCO l'avait déjà rattrapé. C'est une de mes patientes que j'avais hospitalisée, qui avait un cancer du poumon et qui allait mourir. Elle a fait venir ses 2 filles. Et là, elle m'a demandé de rester. Et elle leur a dit, maman va partir. Et elle part parce qu'elle a fumé, c'est à cause du tabac. Promettez-moi, mes filles, de ne pas fumer. Promettez-moi de ne pas fumer. Si vous voyez, ça a été quelque chose pour moi qui m'a aussi poussé à dire il faut quand même, il faut y aller là, on ne peut plus laisser ça comme ça. J'étais médecin généraliste et en fait, je suis tombé sur une famille dont le père fumait, buvait, la mère fumait, était dépressive et il y avait 4 enfants qui avaient des problèmes ORL. Et puis je me suis dit que je lui donne j'avais trouvé une polynévrite au mari, je lui donne de la vitamine B6, je lui donne des antidépresseurs, la femme pareil, les enfants des antibiotiques. Je me suis dit, il y a un truc sur le fond qui ne marche pas bien, quoi. Donc du coup, j'ai préféré prendre du recul par rapport à la médecine généraliste. Et finalement, je suis rentré en santé publique. Et en santé publique, le tabac, c'est le premier tueur. Donc ça a été un combat pour que les personnes retrouvent une forme de liberté et évitent ça. Tabagir, c'est un partenariat, avant toute chose. C'est des professionnels de santé, c'est notre président, Dr Serge Chirakian, qui sont mis autour de la table. Ils se sont dit qu'il faut que chaque fumeur puisse avoir accès à des consultations gratuites. C'est un engagement des professionnels. Clairement, c'est des professionnels, médecins et autres professionnels qui constituent Tabagir, qui ne comptent pas leur temps, qui, au-delà de leur profession, ils sont déjà très engagés, aidants dans leur profession, mais qui vont aussi s'engager dans un investissement, une espèce d'engagement aussi bien moral que personnel dans une cause. C'est cette fibre santé publique, en fait, finalement, que vous êtes en train de soulever. Ouais, c'est de l'investissement, c'est de la sensibilité par rapport à... Ouais, c'est ça. C'est le phénomène du colibri, c'est-à-dire chacun donne un tout petit peu dans son coin, c'est l'esprit de la santé publique, et globalement, ça fait beaucoup, quoi. C'est-à-dire, c'est une vraie logique, parce qu'on est dans la prévention d'une part, et d'autre part dans l'aide à l'arrêt pour quelqu'un qui doit évidemment changer de comportement. On a un levier d'action important pour ce fléau qui touche à la santé des patients, à la santé de la planète. Enfin voilà, c'est vraiment plus ça va et plus ça me met en colère et plus je trouve fondamental d'agir sur ce. Et voilà, et c'est pour ça que les consultations de Tabaco, ça me permet de apporter ma petite pierre à l'édifice. Voilà. Vous êtes souffrant? Fumez. Vous êtes stressé? Fumez. Vous voulez perdre du poids? Fumez, vous dis-je.
c'est bon pour la santé. Les scientifiques le prouvent et votre docteur vous le recommande. Il fume lui-même et vous montre l'exemple. Et voilà comment, dès la fin du 19e siècle, les cigarettiers ont incité d'abord les messieurs, ensuite les dames, à fumer, fumer, fumer toujours plus, à tous les âges, partout, dans tous les pays. En voiture, dans les airs, au travail, à la pause, même à l'hôpital, à l'armée, à la maison, en téléphonant, en dansant, en s'amusant, au bain. Tiens, oui, au bain. À la plage, pour se détendre, en société, tout seul ou en couple, pour être viril, pour être féline, pour allumer, avec ou sans filtre. Fumer, c'était pas considéré comme un risque. C'était un geste qui était très bien vu en société. Personne n'avait la conscience qu'on avait autant de cancers. Peut-être les firmes qui fabriquaient le tabac avaient bien la conscience qu'il y avait beaucoup de cancers, mais les données n'étaient pas divulguées à cette époque. En effet, le tabac est en France le champion toute catégorie de la mortalité évitable. Voilà ce qu'on avale dans les poumons, voilà ce que c'est qui est sur nos bronches et ce qui amène toutes ces maladies terribles. Dans le tabac, vous avez à la fois la nicotine qui entretient l'addiction, ça je pense que vous le saviez, oui. Et puis on a aussi des éléments, 4000 substances toxiques, nocives, qui viennent à la fois irriter les bronches et puis surtout venir mettre ce qu'on appelle des complications du type cancer, puisque le tabac c'est 33% des cancers, donc c'est totalement important à prendre en compte, parce que sinon on passe à côté. Et puis, bien entendu, le premier truc dans l'immédiateté, c'est l'intoxication au monoxyde de carbone, parce qu'à la première cigarette jusqu'à la dernière, en permanence, on est en intoxication de monoxyde de carbone. On a bien entendu les effets qui sont ceux des substances irritantes, donc ça va donner la bronchite chronique. 95% des gens qui ont une bronchite chronique, c'est lié au tabac, donc c'est comme ça. Et puis, ça bouche les artères, c'est bien connu, avec tous les goudrons et toutes les saloperies qu'il y a dans le tabac. Il ne faut pas oublier que la première cause d'artérite des membres inférieurs, c'est le tabac. Et puis, bien entendu, le tabac, en particulier dans la jeunesse, participe, en tous les cas, à toute la pathologie vasculaire due au accident vasculaire et du cœur, accident coronarien. C'est évident, ça marche comme ça, c'est la première cause évitable lié au tabac, avec quelque chose qu'on pourrait supprimer, puisqu'on arrête de fumer, ces facteurs de risque-là s'arrêtent. Si j'aide les gens à arrêter de fumer, c'est 30% de pathologie en moins. Vous pouvez vider un tiers de l'hôpital d'Auxerre si vous videz les conséquences de l'alcool et du tabac. Ce sont des grands ministres de la Santé qui ont lancé la bataille contre le tabac. Simone Veil, en 1976, qui a commencé à acter en fait l'augmentation du prix du tabac. Et puis alors des mesures plus coercitives, comme les interdictions de fumer dans certains lieux publics, peuvent être envisagées également, ou d'autres... Les cinémas, les restaurants, les trains. Les cinémas, sûrement. D'ailleurs, c'était déjà interdit dans la plupart des cinémas. Les transports, peut-être, dans certains transports également. Les restaurants, je crois que ce serait... On n'ira pas jusque-là. Enfin, je ne l'envisage pas. Non. Ensuite, on a la loi Evin, avec l'interdiction de fumer dans les lieux publics. C'est une loi stupide. Il faut être député pour avoir des idées comme ça. Puis le troisième, qui était un fumeur à l'époque, Jacques Chirac, qui a notamment créé l'Institut national du cancer. Donc depuis les années, finalement, la moitié des années 70, 75, on a un certain nombre de politiques nationales qui ont été mises en place pour lutter contre le tabac. Et qui vont toujours dans le même sens. Limiter l'entrée dans le tabac, traiter les personnes, proposer des traitements aux personnes qui souffrent d'addiction au tabac, que c'est une addiction, et puis également développer les lieux sans tabac, développer la recherche, la prise en charge. Donc on est sur une sorte de continuum depuis des années. Et pourtant, de tabac et de tabagisme, il est à peine question dans les études de médecine. Que de souffrances évitables et de décès prématurés. En moyenne, 15 ans de vie perdue. Tout ça a un coût social estimé à 156 milliards d'euros. Soit, à titre de comparaison, la moitié du budget des retraites. Bien loin du montant des taxes perçues sur le tabac.
Les industries du tabac dépensent des sommes considérables pour entraver les politiques de santé publique. Et il reste 12 à 15 millions de fumeurs réguliers en France. 1 sur 2 mourra des suites de son addiction. Bonjour, Bonsoir. je vous dérange pas? Non, je suis une petite cigarette. Ouais, oui. Je peux juste... Vous avez déjà eu l'intention de vous arrêter de fumer ou pas? J'ai déjà arrêté une fois. Ah, d'accord. Et ça vous vient pas l'idée de recommencer? Ben, vous n'avez pas du feu? Tenez. Ah bah vous aussi alors. Ben c'est comme ça. Je peux vous embêter 2 secondes? Oui, allez-y. Merci. Ça vous vient à l'idée de vous arrêter de fumer ou pas? Oui, ça m'arrive. Ah! Et c'est prévu pour quand? Bonne question. Si on fume 2 fois plus de cigarettes, c'est-à-dire 2 paquets au lieu de 2, on multiplie le risque par 2. Si l'on fume 2 fois plus longtemps, on multiplie le risque d'avoir un cancer du poumon, un cancer de tout ce qu'on veut, un problème cardiovasculaire, on multiplie le risque par 21. Si on fume 2 fois plus longtemps, on multiplie le risque par 21. Donc ça veut dire que la quantité a une importance, puisqu'on multiplie par 2, mais la durée a beaucoup plus d'importance. L'explication qu'on pourrait donner de manière un peu pédagogique, c'est de dire j'ai une plaie, je mets du goudron dessus, une toute petite plaie, je mets du goudron tous les jours dessus. À un moment donné, cette plaie va dégénérer, ça va former donc un problème cutané important. Bien entendu, plus on a commencé à fumer jeune, plus on a de détérioration dans les métabolismes des molécules du cerveau et on intervient avec des récepteurs nicotiniques qui sont fabriqués jeunes sur un cerveau jeune, ce qui complique l'existence du tabagique puisqu'il aura plus de mal à s'arrêter. On sait que plus on commence jeune, plus c'est difficile de s'arrêter. On sait aujourd'hui que les cigarettiers rusent et créent toujours des nouvelles choses pour séduire les jeunes, notamment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les puffs. Ça fait un peu tollé en ce moment. C'est des cigarettes qui sont jetables, des cigarettes électroniques jetables, qui ont des goûts très particuliers. On parle de marshmallow, raisin glacé, ananas, fruits de la passion. Donc ça donne énormément envie aux jeunes. Mais à côté de ça, par contre, c'est une consommation qui est très courte, qui se jette très facilement, donc pas du tout écologique. Et en fait, on a des nouvelles choses qui sont inventées quasiment tous les mois, puisque là, par exemple, on a la nouvelle puff qui s'appelle la puff 9K, donc ça équivaut à 9000 bouffées. Oui, les jeunes ne se rendent pas compte, ils pensent pas du tout au tabac ni à la nicotine, mais en fait, il y a quand même 2% de nicotine à l'intérieur, et malheureusement, c'est leur première initiation à la nicotine. Ça, c'est une puff. C'est la puff qu'on trouve dans n'importe quel bureau de tabac, ou même dans certains magasins. Vous le trouvez partout. C'est extrêmement attirant pour les jeunes, pour la simple et bonne raison que ça a des goûts fruités. Vous avez l'impression en fait de respirer un bonbon constamment. Il y a néanmoins, des produits chimiques, de la nicotine. Et avec la puff, on ne se rend pas compte du danger. En fait, c'est un bonbon avec de la noix dedans. C'est facile, c'est pas cher et les gens le jettent n'importe où. C'est pas faux. En France, chaque année, 40 milliards de mégots sont jetés par terre et échouent dans la nature. Les résidus de tabac imbibés de substances chimiques, les filtres composés de cellulose et de plastique contaminent l'eau, l'air, les sols, la flore, la faune. Emportés par les eaux, ils rejoignent les océans. Bon bain! Mais rassurez-vous, vous retrouverez tout ça dans vos assiettes. Pendant toutes mes études de pneumologie, j'ai entendu cette phrase « Le tabac est l'ennemi public numéro 1 de la santé. On ne finance que la recherche et les soins. Il faut financer la prévention. » En gros, à l'époque, la prévention, c'était, on va dire, 2% de ce qu'on donnait dans le soin. 2%, donc c'est rien, quoi. On met des moyens énormes dans la maladie, mais l'amont, et en particulier l'alcool, le tabac, etc., qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, à l'époque, on s'est mis comme ça, des bénévoles, sans savoir où on allait aller. On pensait à un objectif, aider la population à échapper au piège du tabac. Je suis tabagière depuis 19 ans. Je suis arrivée en 2005. Il y avait une douzaine de professionnels de santé sur le département de l'Yonne. Et puis, petit à petit, on s'est développé, on s'est régionalisé. Donc, on a formé au total plus de 400 professionnels. Au niveau prescripteur, on a des médecins, des sages-femmes, des infirmières pour prendre en charge, on va dire, la partie médicale du dossier de consultation de tabacologie pour nos patients. Et puis ensuite, on forme également en démarche des diététiciennes et des psychologues.
Tabagir, bonjour. Plusieurs professionnels vont pouvoir vous accompagner dans votre sevrage tabagique. Déjà, dans un premier temps, on va vous donner les coordonnées d'un prescripteur. C'est un professionnel qui est formé à la tabacologie par nos soins et qui est au plus proche de chez vous. Les recommandations, c'est consultation médicale et thérapie comportementale et cognitive. Et nous, dès le début, on a souhaité rajouter la diététique parce que la prise de poids peut être un frein important chez le fumeur. Donc soit il arrête, s'il reprend quelques kilos, il va dire « ok, je reprends la clope », alors que non. On parle de l'historique du poids et des appréhensions qu'il y a autour du poids et peut-être des éventuels autres arrêts du tabac ou des différents régimes qu'il y a pu avoir, des expériences en fait autour du poids. On parle également de l'activité physique, s'il y a un petit peu des moyens un petit peu de compenser le stress. Et puis après, il y a toute la partie donc forcément plus précise sur l'alimentation, le rythme des repas, les éventuels repas sautés, les aversions particulières, les compensations alimentaires. Est-ce que vous êtes de nature anxieuse et est-ce que par exemple, ou anxieux, est-ce que vous mangez plus lorsque vous êtes anxieux ou vous mangez plutôt moins? Une fois qu'on a vraiment fait toutes ces questions en ayant bien pris le temps, on réfléchit à qu'est-ce qui est possible pour le patient à mettre en place et qu'est-ce qui est envisageable en fait. J'insiste beaucoup sur que ça vienne du patient. Nous, on a le dispositif complet, le coaching avec qui on a un bon retour de nos patients aussi qui évalue très bien notre coaching téléphonique. Toute l'équipe est formée à la tabacologie, donc c'est vraiment une belle aventure. Je suis venue par curiosité, par envie, parce que j'avais quand même envie de fumer. J'avais envie d'arrêter de fumer depuis environ 2020, mais le Covid a un petit peu bloqué cette envie. Donc je suis venue, j'ai rencontré les gens de l'association, j'ai pris un rendez-vous 2 mois après quand même. Il me fallait encore un petit temps de maturation. Et puis et à partir du moment où je suis venue ici, j'ai arrêté de fumer et je n'ai pas repris, ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Voilà. Notre objectif, c'est vraiment d'être au plus proche de la population. C'est aussi pour ça qu'on s'est centré, en tout cas, on a centré notre activité sur des professionnels libéraux. Il ne faut pas oublier qu'on est sur une région, Bourgogne-Franche-Comté, qui est très rurale. Il y a des gros axes urbains, mais la majorité de nos territoires sont très ruraux. Donc il faut vraiment cibler au plus proche de la population pour un accès équitable, justement, à ces consultations de tabacologie. Donc, monsieur Abed, je vais vous envoyer chez l'angiologue, là, parce que à mon avis, vos problèmes de jambes, ça vient certainement des artères. Donc là, on va prendre un rendez-vous et puis qui vérifie l'état de vos artères. D'accord. Vous en êtes où avec le tabac? Eh ben, je fume, oui. Ouais, vous fumez. Ouais. Parce que dans la fumée du tabac, il y a des agents qui resserrent les artères, qui créent des inflammations et ce qu'on appelle de l'artérite. Est-ce que vous voudriez, est-ce que vous en êtes par rapport à vos démarches d'arrêt de tabac? Non, mais c'est pas... Non, je ne m'étais pas posé la question, franchement. Mais parce que si l'artérite se poursuit, vous pourrez un jour ne plus marcher ou avoir des problèmes d'amputation, des choses comme ça. Okay. Donc, voilà, je sais pas si... Nous, on est là pour vous aider. Quand vous dites que vous êtes là pour nous aider, c'est-à-dire, ça consiste en quoi? Parce que... Alors, quand on est tabacologue ou formé au sevrage tabagique, puis avec l'association Tabagir, on vous accompagne, on réfléchit ensemble, on se voit régulièrement. En plus, l'association, elle peut répondre à vos coups de téléphone ou vos coups de mou quand vous avez des envies. On élabore ensemble une stratégie, votre stratégie, qui vous aidera le plus facilement à arrêter, parce que c'est hyper individuel et ça s'adapte à votre environnement, vos souhaits, ce que vous voulez faire, on y va par étapes. Tu dois vérifier la confiance qu'il a en lui, l'estime de lui, et en particulier le laisser prendre des décisions. C'est-à-dire c'est une prise d'autonomie. Si tu le guides de trop, il va y avoir un truc comme si il faut suivre à la lettre exactement ce que tu as dit. Il faut lui faire à la pêche aux informations qui le concernent. Pourquoi c'est difficile, qu'est-ce qui est difficile, à quel moment c'est difficile. Si éventuellement, en discutant avec le patient, tu trouves aussi des éléments qui correspondent en tous les cas à des choses qu'il a réussi dans la vie, eh bien, tu les mets en parallèle. Parce que ça redonne confiance aux gens. Ben, voyez, vous êtes bien débrouillé avec votre entreprise, etc., etc. Je ne sais plus très bien ce qu'il fait ton patient, là. Mais voilà, c'est excessivement important. Tu mets en parallèle les réussites pour que lui se sente engagé et qu'il ait une dynamique d'engagement qui soit positive. Est-ce que vous pourriez me dire l'âge à laquelle vous avez commencé?
à 17 ans. Et actuellement, vous en avez? J'ai 36 ans. 36, très bien. En termes de consommation, qu'est-ce que ça représente par jour? Une dizaine en fonction des jours. C'est des cigarettes manufacturées? Des quoi? C'est des cigarettes achetées en buraliste, manufacturées? Ah oui, oui, c'est des cigarettes. D'accord. Concernant la motivation qui vous pousse à arrêter, est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus? Ben là, j'ai un projet d'enfant avec mon compagnon. Oui. Donc je vais arrêter, logiquement. D'accord. Voilà, Oui. en gros. Hein. Cet enfant vient de naître par césarienne environ 8 semaines avant terme. Le gynécologue a pris cette décision parce qu'elle ne grandissait plus dans le ventre de sa mère et pouvait en mourir. 31 semaines, la maman elle a 45 ans. Il y a sa première fausse couche, et puis on n'a pas de prénom. Vous voulez quelqu'un? Il n'y a pas de petit prénom. Ça sera petite fille. Comment? Combien? 550. Comment mourir la couveuse, Chacha? 540. Le tabagisme peut empêcher de concevoir. Une femme peut avoir beaucoup plus de difficultés à se retrouver enceinte du fait du tabagisme maternel et du tabagisme paternel. En début de grossesse, ça peut entraîner des fausses couches. Pendant la grossesse, le bébé subit le tabagisme de sa maman. Les bébés sont plus petits, sont mal oxygénés, le placenta ne fonctionne pas bien. L'accouchement peut être plus difficile à cause du tabac parce que le bébé n'est pas très bien oxygéné, donc il supportera moins bien les contractions. Ensuite, le tabagisme passif chez le bébé à la naissance, c'est compliqué. Il est en position de sevrage. Si la maman choisit d'allaiter, la nicotine passe dans le lait et on a les mêmes problèmes. On a des bébés qui sont énervés, irritables, n'arrivent pas à dormir. Du coup, c'est compliqué pour la maman qui fume parce que son bébé l'a fatiguée. On est dans un cercle vicieux. Tous ces effets délétères du tabac, je ne les énonce pas pour les culpabiliser, parce qu'il ne faut surtout pas les culpabiliser. Il faut au contraire essayer de les accompagner. Je leur explique qu'elles sont victimes de leur dépendance au tabac, qu'elles ont commencé un jour et que depuis elles sont dans le besoin et qu'il y a une différence entre éprouver le besoin de fumer et avoir envie de fumer. Donc on va travailler sur la différence entre le besoin et l'envie. J'ai envie de manger du chocolat et j'ai besoin de respirer. C'est pas du tout la même chose. J'ai vraiment arrêté quand j'ai voulu avoir mes enfants. Parce que être une grosse fumeuse, ça voulait dire ne pas pouvoir arrêter pendant la grossesse. Et je conseille également, toujours chez ces femmes qui ont du mal, de faire arrêter le mari en même temps. Parce que c'est clair que c'est beaucoup plus difficile de s'arrêter quand le mari continue de fumer. Et puis, voilà, des difficultés personnelles ont fait que quand les enfants étaient petits, j'ai encore repris à nouveau le tabac et encore plus fort, parce qu'à chaque fois qu'on reprend, souvent on reprend et on fume plus qu'avant. Et là, il y a un peu plus d'1 an, j'ai fait une consultation au centre de santé et on m'a dit « vous fumez toujours ?» 3-4 mois de consommation régulière d'une drogue tabac pris donc, de manière quotidienne à l'âge de 16 ans, puisque c'est ça, on va dire, sur une consommation régulière, fait qu'à 16 ans plus 3 mois, je suis dépendant du tabac, peut-être à vie. J'ai déjà essayé d'arrêter à plusieurs reprises, mais sans succès. D'accord. Donc l'arrêt le plus long, vous êtes parvenu à faire? Ça a été à peu près 2 mois. Un arrêt de 2 mois, d'accord. Et il y a quelques années ou ça remonte à plus de 10 ans? Ça remonte à peu près il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, d'accord. Vous pourriez me dire un petit peu les raisons pour lesquelles vous avez repris le tabac? Le stress du quotidien. Oui, d'accord. Voilà, essentiellement le stress. Des personnes peuvent nous dire que le tabac, ça détend, que le tabac, ça permet de se sentir mieux, etc. Il faut savoir que le tabac, la nicotine, c'est un excitant, donc psychologiquement, c'est pas adapté, mais c'est ce qu'on croit, voilà. Et j'ai une de mes collègues qui me disait que, en fait,
Les fumeurs sont les champions de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une façon de réapprendre à respirer pour justement détendre le corps physiologiquement. Et le fait de tirer très fort sur une cigarette, c'est ça qui permet à un fumeur de dire je me sens détendu en fait après ma cigarette, et de se réveiller à 3h du matin, dire oh je vais fumer une clope, ça va m'aider à me rendormir. Physiologiquement, c'est pas possible. La nicotine ne permet pas de se rendormir puisque c'est un excitant. Par contre, le fait de tirer fort sur une cigarette et de respirer très fort et de souffler, ça s'appelle de la cohérence cardiaque, et du coup, ça permet effectivement de se sentir mieux, de détendre, d'enlever les tensions, etc. Donc, les fumeurs sont les champions de la cohérence cardiaque. C'est pour ça que quand ils arrêtent de fumer, finalement, ne font plus de cohérence cardiaque et peuvent se sentir extrêmement irritables, extrêmement irrités. Donc, voilà, on va travailler tout ça. Donc, je comprends que vous avez des freins. En ce moment, il y a du stress, il y a du travail. Ouais, il y a des soucis familiaux, il y a des changements de situation à la fois professionnels et voilà, dans la vie privée. Donc, Il y a le contexte qui est un petit peu compliqué, mais vous savez aussi peut-être que le tabac entraîne et majore le stress. Les gens qui arrêtent de fumer, après, quand on évalue le stress ou la dépression, eh ben, ils sont moins anxieux et moins dépressifs. Ah bon? Ouais. Ah, moi, je pensais l'inverse. Ouais. Alors, il y a un petit passage de sevrage, mais nous, on est là pour vous aider et faire en sorte que le sevrage soit le moins désagréable possible, le plus agréable, voilà, le plus facile possible. Donc, nous, on est là pour vous aider. Et voilà. Donc, si vous voulez en reparler, réfléchissez à ce que vous pourriez gagner à arrêter le tabac. Ok. Alors, les fumeurs, quand ils fument, ils disent à peu près tous, en premier, oui, mais le stress. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de stress? D'abord, si moi je ne fume pas, par exemple, ce qui est le cas, et que je prends une cigarette, ça ne va pas du tout me déstresser. Donc, bien entendu, le tabac n'est pas le traitement du stress. Par contre, plus on fume, plus on est stressé. Mince, j'ai plus de tabac, on est samedi soir, est-ce que le tabac va être fermé ou est-ce que le dimanche il va être ouvert? Enfin, parce que c'est des trucs bêtes, hein. Quand on n'a jamais fumé, on sait pas ce que c'est, mais c'est une source d'angoisse en fait de se dire est-ce que je vais avoir assez de tabac pour tenir jusqu'à demain ou pour tenir le week-end ou pour tenir la soirée? Et en fait, quand on est fumeur, c'est quelque chose qu'on a tout le temps là. Il y a une espèce de cercle continu avec le tabac. J'en ai plus, je suis pas content, insatisfait. Stressé, je prends ma cigarette, déstressé, je suis content, je suis récompensé, et ça recommence 10 minutes après, et ça recommence 20 minutes après. Donc il y a un entretien permanent du manque de tabac qui crée dans le craving un stress, et les gens confondent le traitement tabac, qui n'est bien entendu pas un traitement, avec le vrai stress de la vie. Mon patron m'enquiquine, je m'entends plus avec mon voisin, je ne sais pas quoi, je suis stressé, et heureusement que j'ai mes clopes pour combattre ce stress. Mais non, c'est le manque de tabac qui crée le vrai stress. Accompagner une personne qui souhaite s'arrêter de fumer, et si on l'équilibre bien avec son traitement et qu'elle est bien accompagnée, il y aura un stress qui ne sera pas pire que celui d'être dans la culpabilité de ne pas y arriver. Le tabac est la première drogue dure au monde. Eh oui, c'est en vente libre, c'est dans la poche, on l'allume, on inspire une bouffée et en 7 secondes, ça va au cerveau. Les récepteurs nicotiniques sont prêts. La fumée leur apporte un shoot de nicotine, ce qui active le système de récompense. C'est vite fait, 7 secondes. C'est une drogue très efficace. Les difficultés qu'ont les fumeurs quand ils sont un peu loin de leur cigarette, c'est-à-dire le manque, ce manque de cigarette, on l'appelle de toute évidence le craving. Le craving, c'est simplement les effets physiques et psychologiques du manque de tabac. Le tabac est probablement la drogue au monde qui donne le plus de craving. On aurait pu s'attendre aux drogues dures, la cocaïne, l'héroïne, etc. Eh ben non, c'est à égalité de l'héroïne, c'est pas très loin du LSD, c'est la première cause de craving. D'ailleurs, on voit des toxicomanes qui se sont arrêtés la cocaïne, qui ont arrêté le cannabis et qui n'arrivent pas à s'arrêter du tabac parce que le craving est puissant. Alors le craving, c'est quoi? C'est d'abord une instabilité physique avec une irritabilité. Les gens le disent tous, voire le conjoint et la conjointe disent « je préférerais que tu refumes parce que tu es trop énervé ».
énervé, tu es excité, etc. Il y a ça, il y a les sensations physiques, et donc avec le manque qui donne finalement une irritabilité, instabilité. Les gens bougent, ils savent pas où se mettre, ils attendent leur prochaine clope, ils ont une tentation, et puis après ils résistent. Ça fonctionne comme ça. Le craving et la difficulté physique et psychologique des fumeurs quand il leur manque leur cigarette. Ça, c'est excessivement important. Et si on ne prend pas en compte le craving, eh ben, la personne aura beaucoup de mal à s'arrêter de fumer. Bien entendu, les récepteurs nicotiniques sont là et nous, on les soigne, c'est-à-dire qu'on leur donne de la nicotine pour que le craving soit le moins important possible. Et c'est probablement ça, l'échec dans la prise en charge du tabac. Les gens sous-dosent les besoins en nicotine et c'est l'échec. La dernière cigarette? Ou pas? Du coup, j'ai recommencé à faire un petit peu de sport. Ouais. Commencé à courir un peu. Oui, très bien. On se remettre dans une petite dynamique comme ça. Ouais. Ça va Voilà. vous apporter un peu de plaisir, ça va vous aider aussi pour arrêter de fumer. Pas de cigarette 2 heures avant et pas de cigarette 2 heures après. Hein. C'est pas bon pour le cœur. Ah ouais, ok. Ouais, vous avez un D'accord. risque cardiaque élevé parce que le tabac augmente l'effort cardiaque, plus le sport, la tension augmente. Enfin voilà, c'est vraiment pas bon. Donc soyez prudents, c'est bien. D'accord, ok. Et voilà, ce qui compte, c'est que vous arrêtez de fumer. Et ben, Oui, c'est pas... ça vous surprend. Un peu. Parce un que peu. Bah, parce que je pensais être plus lourd. c'est plus lourd, ouais. Oui. Eh ben, ça aussi, c'est un des effets du tabac. D'accord. Parce que le tabac vous prend de l'énergie et si vous arrêtez de fumer, vous allez reprendre un peu quelques kilos. Vous avez peur que ce soit difficile? Ouais. D'accord. Je perçois impossible. D'accord. Voilà, donc j'étais parti dans une démarche plutôt Par étape. par étape. Ouais. C'est bien de limiter votre nombre de cigarettes par jour, mais les risques ne diminuent pas de moitié si vous diminuez de moitié votre consommation. C'est vraiment la durée d'exposition. Mais voilà, votre but final, c'est quand même d'arrêter. Oui. Super. On va faire un test pour voir le monoxyde de carbone que vous avez dans vos poumons. Ça permettra aussi, comme la balance, un petit peu de voir un petit peu les dégâts du tabac. Allez-y, soufflez. Alors vous videz tous vos poumons tranquillement, mais il faut tout vider. Allez-y, allez-y. Et donc là, on voit que ça monte. Donc là, on est au petit voyant orange. Hein. Donc là, vous avez 22 de particules de monoxyde de carbone. Ok. Quand on est non-fumeur ou juste exposé à la pollution, on est à 2-3. Donc ça correspond... Ah ouais. 22. Et normalement, c'est 2-3. C'est 2-3. D'accord. Donc ça fait beaucoup, 22. 22, oui, c'est déjà pas mal. Et ça correspond à votre consommation d'un paquet par jour. D'accord. Donc voilà. Vous fumiez des tubés, Oui. donc avec un taux de, vous avez parlé d'appareil, de monoxyde de carbone qui était assez élevé par rapport au tubé. Et donc voilà, on a fixé ce patch. Et donc vous avez mis ce patch, et alors? Voilà, non, franchement, le patch a très bien marché. Après, c'est vrai qu'il faut qu'il soit bien dosé. Et c'est pas toujours le cas. Je pense que quand on essaye tout seul, qu'on dit tiens, je fume 15 cigarettes, je vais prendre des trucs à 15 mg. Bah non, puisque moi j'en fumais 15, mais j'étais à 20. Donc il fallait un patch plus fort. Après, ça marche bien. C'est efficace, on le met dans un coin, on n'y pense plus de la journée. Parce que ça m'est même arrivé d'en avoir un sur l'épaule, d'en remettre un le lendemain, puis ça, bah, j'en ai un de chaque côté. Ouais, voilà, pour vous dire, c'était. Beaucoup de gens ne connaissent rien du tout de la cigarette électronique. Il faut dire, première chose, que ça n'est pas du tout un produit du tabac. Il y a du propylène glycol, de la glycérine, un arôme et de la nicotine à concentration. Donc on va dire qu'à la limite, c'est vraiment un produit
de substitution du tabac, mais pas du tout du tabac, mais qu'il y a une espèce de nébuleuse et que plein de gens, probablement alimentés par la tabacologie d'un côté qui a peur, et qui se méfie, mais aussi par les marchands de cigarettes qui préféreraient quand même qu'on achète de la cigarette, mais en sachant qu'ils se lancent aussi dans l'achat des cigarettes électroniques, donc ils ne veulent pas perdre un marché. Eh bien, cette trouille, elle s'est communiquée, et on voit des gens qui n'ont pas du tout essayé, pas tenté, et qui prétendent que l'artificiel de la cigarette électronique est nettement plus dangereux par avant, surtout avec Inconnu, de savoir que au moins le tabac c'est un produit pur, cool, d'origine, dont on connaît le truc, même s'il y a 4000 substances toxiques, irritantes et 50 cancérigènes, ça c'est pas très grave, mais la cigarette électronique, point d'interrogation. Si un jour elle devient un traitement de l'aide à l'arrêt du tabac officiel, elle sera tout à fait cernée avec la durée, la concentration de nicotine, et ça sera un produit probablement très 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 efficace pour l'aide à l'arrêt du tabac. Le tabac, il s'est inscrit dans la vie d'une personne comme une réponse à des situations de vie, à des émotions, à des comportements, à des croyances, etc. Et cette solution, elle sera toujours enregistrée dans l'esprit de la personne. Sauf que nous, on va essayer à ce qu'elle n'ait plus de sens. Et que le cerveau, que la personne, dans sa vie, elle puisse construire de nouvelles ressources, de nouvelles stratégies pour répondre à ce à quoi le tabac répondait. On va dire que la pharmacologie donne la réponse au craving. Donc un peu comme si j'ai trop mal, soulagez-moi, vous avez soulagé ma douleur, donc c'est parfait. Mais maintenant que j'ai moins mal, je peux vous parler et vous dire comment c'est arrivé, etc. Eh bien, en matière de craving, c'est exactement la même chose. Je souffre moins de mon manque de tabac. Je peux expliquer pourquoi je fumais. Je peux expliquer comment je peux résoudre mon problème. Et je peux faire de l'entretien motivationnel parce que je suis soulagé. Donc, c'est aussi important de savoir que les TCC viennent complémentaires de l'aide à l'arrêt du tabac de manière pharmacologique. J'ai une personne qui vient me voir, ça fait 40 ans qu'elle fume. Elle me dit j'ai arrêté, mais c'est difficile, c'est très compliqué parce que je ne pense qu'à ça. Donc ensemble, on va essayer de comprendre comment s'est construit son histoire avec le tabac, pourquoi ça a autant d'importance, pourquoi elle n'a jamais pu réfléchir. Et puis au niveau comportemental, elle m'explique que le matin, elle se réveille, elle prend un café, puis un chocolat chaud, c'est son rituel, et après, elle fume sa cigarette. Et c'est comme ça depuis 40 ans. Et aujourd'hui, à partir du moment où elle se lève, où elle boit son café, elle boit son chocolat, la première chose à laquelle elle pense, c'est fumer une cigarette. C'est typiquement le classique du comportemental, en fait. Donc c'est compliqué pour cette personne, ça fait 40 ans qu'elle fait ça. Et là, moi, je lui demande qu'on trouve un nouveau rituel pour instaurer comportementalement quelque chose de différent le matin, pour éviter cette envie de cigarette. Donc, on a mis en place que finalement, elle allait aller prendre sa douche en premier, puis après sortir son chien et finalement boire son chocolat autrement que comme ça. Vous avez été accompagnée par le docteur il y a un petit peu plus d'1 an et je voulais savoir où vous en étiez avec le tabac. C'est une bonne question. On va dire qu'il y a eu une bonne période de mai à septembre. Et puis là, je suis plutôt dans la période où je vais reprendre, quoi. Donc, où j'ai même déjà repris, on va dire. D'accord. Donc, vous êtes parvenu à arrêter combien de temps? Donc, j'ai arrêté de mai jusqu'à la reprise de mon travail, on va dire. Et puis, 15 jours après, je suis reparti comme en 40, on va dire, ou quasiment. Je reste toujours motivé. Bon, ça part bon. Entre nous, le médecin référent, là, je suis allé voir. Oui. Son approche n'était pas génial. Hein. D'accord, ok. Mais vous êtes quand même parvenu à l'arrêt pour l'opération. Ouais, parce que voilà, j'avais un objectif. Ouais. Donc, bon, avec ou sans lui, je pense que j'y serais quand même arrivé. Ouais. Mon objectif, c'était plutôt de garder dans la durée. Oui, d'accord. Et l'objectif, et donc là, si on parle de donc prochainement dans les quelques mois qui vont arriver, vous avez une nouvelle envie de tenter l'arrêt? Oui, mais tout à fait. Bon, je ne sais pas
j'en sais pas à ma première fois, mais bon, c'est vrai qu'après, il y a aussi la volonté, il y a le contexte. Il faut parfois, faut tenter plusieurs fois hein, pour parvenir à l'arrêt durablement. Surtout, sachez que ça n'est pas du tout un échec, en tout cas. Cette réussite d'arrêt, ça prouve que vous avez totalement les capacités, vous avez les ressources en vous pour pouvoir arrêter durablement. Alors, sans doute qu'il faut peut-être travailler sur les motivations et les objectifs, trouver l'objectif final qui vous permettra d'arrêter durablement, puisque avec l'opération, vous avez fixé cet objectif et vous y êtes parvenu. Oui, tout à fait. Ouais, donc vous avez ces ressources. Donc voilà, je pense vraiment que cet accompagnement pourrait vraiment enclencher un arrêt durable. Si vous le voulez, on peut regarder ensemble pour que je puisse vous donner de nouvelles coordonnées. Ah ben écoutez, avec plaisir. Eh ben c'est parfait. Je suis ouvert. Moi, je fais souvent l'analogie, ou en tout cas la métaphore d'un compagnon ou d'une compagne, en fait. L'arrêt du tabac, c'est une vraie séparation, en fait. Il y a un vrai processus de deuil qui se fait, et il va falloir qu'on se sépare de quelque chose, de quelqu'un, d'un produit dont la relation est très ambivalente, parce que ça nous fait du bien et en même temps on sait que ça nous fait du mal, c'est pour ça qu'on veut arrêter. Et voilà, c'est tout ce processus-là psychologiquement, voilà, en plus du comportement, en plus des nouvelles choses à créer, des nouvelles solutions à trouver et une nouvelle vie à créer avant, avec le tabac et après, sans le tabac. Donc il y a tout à redimensionner. C'est vrai, je veux absolument pas reprendre et je me dis, non maintenant c'est bon, c'est fini quoi. Voilà, je vais pas recraquer, je trouverai des moyens, si ça va pas, d'aller mieux, mais sans replonger, parce que on a tellement de mal à arrêter que... Et puis dès qu'on en reprend une, on sait qu'on replonge. Donc ça, pareil, on l'a bien, c'est bien là, hein, et voilà, et même si c'est pas tous les jours facile, au bout de plus d'un an, il y a des jours où... ça nous chatouille les narines, et là c'est pas pareil. Et où là, il faut être un petit peu plus fort et se dire, on sait que l'envie, elle est arrivée aussi vite qu'elle va partir. Donc il faut tenir bon pendant quelques minutes et puis voilà. Par contre, je me trouve, pas moins anxieuse, mais d'une certaine manière, peut-être quand même moins stressée que quand je fumais. J'arrive à plus voir les bons côtés, j'essaye de dire « oh, ça c'est pas grave ». Je fais des efforts, je prends sur moi encore. Mais voilà, beaucoup, voilà, de regarder plus le bon côté des choses. Et puis de dire le négatif, on le met de côté parce qu'au final, ça nous pourrit la vie, puis c'est pas le plus important. Une fois qu'on décortique une dépendance par rapport à un produit qui est toxique sur le plan cérébral et sur le plan donc, du corps, hein, sur le plan somatique, y a tout un effort de suppression de cette dépendance, mais pour transférer vers d'autres choses, un travail sur soi. Et pour moi, c'est passionnant de vous voir comme ça évoluer, parce que c'est un travail d'un arrêt, d'un produit, mais derrière, il y a quand même un véritable travail qui fait qu'on s'ouvre à soi-même, quoi. C'est assez extraordinaire de voir ça. Là, on est dans le curatif, aider les gens à s'arrêter de fumer avec un dépistage organisé ou pas. Mais effectivement, ne pas démarrer le tabac, c'est ce qu'il y a de plus prodigieux en termes de prévention, ne pas démarrer le tabac. Et là, on est sur quelque... On faisait la prévention par les pairs. Oui. Toi, tu as initié ce projet-là à l'époque avec l'assurance maladie, Tabagir. C'était basé sur une étude qui s'appelait Golden Standard, étude qui était faite en Pennsylvanie et qui avait montré que pendant 10 ans, on avait envoyé des lettres à tous les parents, on avait informé les enfants, on les avait suivis pendant 10 ans et on s'est aperçu qu'au bout, rien du tout. Ce qui marche, c'est d'induire un changement de comportement psychosocial. Ça. Avant, c'était vraiment descendant où tu avais l'intervenant qui était là et qui défilait son diaporama. Là, aujourd'hui, on est plus dans une logique où ça va être des actions qui vont plus être interactives, centrées sur le jeune de manière très générale, dans son environnement, dans sa globalité. Et on n'est plus sur du one-shot, c'est-à-dire une intervention qui va être ponctuelle auprès des jeunes, mais plutôt sur des programmes avec plusieurs séances où du coup, en fait, on va plus aller rentrer en profondeur. Et ces programmes-là, en fait, sont des programmes qui sont axés sur les compétences psychosociales. Hein. Pour être assez bref, c'est développer son esprit critique, l'empathie, le savoir dire non. Et ce, dès le plus jeune âge. Tous ces projets-là, en fait,
sont on va dire une continuité, une suite pour vraiment essayer d'amener le jeune à développer ses compétences et à les renforcer. Allez-y, entrez. Aujourd'hui, on est trop gentils et on vous laisse choisir vos groupes. Donc, oh là là. Il va falloir 3 groupes. Aujourd'hui, on est dans un tribunal. On est dans un tribunal. Donc, dans un tribunal, on a un jury et on a aussi des avocats. Et on va avoir 2 groupes d'avocats. Messieurs, mesdames les avocats, aujourd'hui, le problème, c'est que l'industrie du tabac est attaquée par les non-fumeurs. Qui a raison, qui a tort? Donc, il va y avoir des avocats qui vont être contre le tabac, votre groupe, et des avocats qui vont trouver des arguments pour l'industrie du tabac. Oh non. Vous allez devoir choisir un argument, l'argument que vous trouvez le plus convaincant pour défendre vos clients, d'accord? Et vous allez devoir les expliquer, d'accord? Pourquoi cet argument c'est le plus convaincant, d'accord? Vous devez le détailler. Et c'est ça que vous présenterez devant les juges, ok? Si on arrête le tabac, il y aura quand même les gens au départ vont être un peu énervés, mais après il y aura quand même des bienfaits sur la santé mentale et on pourra régler d'autres choses. La santé mentale, c'est-à-dire? Bah, il y a des gens, ils prennent par exemple du tabac ou même de la drogue parce qu'ils se sentent pas bien ou quoi. Et en fait, ça empire les problèmes. Alors les gars. c'est marrant parce que dans les 2 groupes, vous me prenez le même argument et vous me donnez deux éléments complètement, enfin 2 réponses complètement différentes à ce que vous dites. Et c'est vrai qu'il y en a un des 2 groupes qui a raison. Ok, mais que la santé mentale? Oh. Et la santé physique aussi. La santé physique, les maladies physiques. Alors mentale, c'est pas moi qui vais vous dire que vous avez tort, bien entendu, c'est très bien. Argumenter vraiment. Ah oui, les jeunes qui n'ont pas commencé et à cause de la cigarette électronique ou la puff. Donc la santé mentale. Il y aura moins de. C'est quoi d'autre? La puff, ça peut inciter des gens au lieu de leur faire peur. Ça empêche. J'ai mis santé mentale décès parce que les maladies. J'appelle les avocats à la barre. Alors non, il ne faut pas arrêter totalement, il faut diminuer parce que comme ça rapportera toujours de l'argent pour faire plusieurs choses. Oui, et les gens, enfin ceux qui traversent des moments difficiles, ils peuvent quand même fumer un peu parce que ça les aide et tout. Ça fait aussi du bien, mais même s'il ne faut pas en devenir addict. Voilà. Ceux qui font des dépressions, des trucs comme ça. Voilà. Des questions, les juges? Vous avez fini, mesdames les avocates? Oui. Les avocats des non-fumeurs à la barre. Déjà, si on arrête l'industrie du tabac, au départ, ce sera le bazar parce que les gens ils vont vouloir s'en procurer, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais après, ça aura des bienfaits sur leur santé mentale, les maladies, tout ça. Et les jeunes qui n'ont pas commencé à fumer, ça les empêchera de devenir addicts et de continuer. Au fil du temps, ça va... Oui. Et comme ça les empêchera d'avoir toutes les conséquences qu'il y a du tabac. Vous avez terminé? Oui. Merci. On laisse les juges discuter un petit peu de savoir qui remporte cette partie. Le fait de mimer et de jouer des rôles d'avocat et de juge, d'être dans un tribunal, ils aiment beaucoup. Et vraiment, c'est là où on voit ressortir toutes les fausses croyances qu'il y a sur le tabac. Et en même temps, la majorité des jeunes ont vraiment la quasi-totalité des notions des méfaits en fait, du tabac, que ce soit sur le corps ou même socialement. Donc non, c'était... Là, ils ont dit plein de trucs, c'était chouette. Monsieur, madame les juges, nous vous écoutons. Ceux qui remportent ce procès sont les non-fumeurs. Bravo! Le tabac, on l'aborde dans le programme de SVT de 5e. Donc on repartira de ce qu'on a dit dans le dispositif Unplugged pour voir un petit peu ce qui se passe dans le corps réellement. La nicotine dans le cerveau et puis les voies respiratoires.
Le dispositif Unplugged, moi j'adore parce qu'on travaille les compétences psychosociales, donc d'autres compétences que les compétences de pur savoir, de pur savoir-faire. Et je trouve que c'est une grande ouverture. C'est super, moi j'adore. Et on se rend compte que c'est pas vain parce que du coup, les enfants, les adolescents nous disent qu'ils sont moins attirés. Et je le remarque ayant des adolescents à la maison, ayant les copains qui viennent. On remarque que la cigarette, ça les attire beaucoup moins. Le dernier programme national de lutte contre le tabac avait projeté pour 2022 une diminution en dessous des barres des 20% pour les jeunes de 17 ans concernant leur consommation quotidienne de tabac. Ouais. Et puis là, les derniers chiffres que l'on a par rapport à une enquête qui est menée auprès des jeunes de 17 ans d'Escapade, là on est arrivé à 15,6%. Donc en fait, c'est ça, l'objectif a été atteint, on est plutôt en tout cas en bonne voie. Et là, c'est les Anglais qui viennent de prendre le truc en marche en disant, bon, on va essayer de faire une génération à partir de ceux qui sont nés en 2009 qui ne pourront pas fumer, quoi. C'est la génération sans tabac. La prévention, c'est faire en sorte que les jeunes ne fument pas. Aujourd'hui, on commence à l'entendre un peu plus quand même. On arrive à une norme sans tabac. La norme, c'est ça l'idée. C'est qu'une fois passée la contrainte, on est dans la norme. Comme la ceinture de sécurité, comme la limitation de vitesse, comme tous ces éléments qui se superposent pour changer et que ça devienne quelque chose de tout à fait naturel. C'est-à-dire avoir une société nouvelle avec des jeunes qui ne se démarrent pas dans le tabac. Parce que c'est quand même ça qui est important, ne pas démarrer dans le tabac. La prévention, c'est sûr. Hein. Il faut pour cela avoir une abstraction qui te permette de dire je vais investir aujourd'hui pour que dans 30 ans, tout ça, ça n'existe pas. Que cette personne ne souffre pas en même temps, ni elle, ni sa famille, ni ses enfants. Donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel comme recul. Et il faut des gens qui soient adhérents à une forme de prospection et du long terme. C'est quand même très difficile en politique, sans vouloir le critiquer.